Bonjour et bienvenue chez Marie Fidèle Stories, un village habité de récits où la résilience et l'excellence prennent la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme spéciale, Annick Kromp. C'est une femme au parcours euh, assez bouleversant, mais aussi brillant, lumineux. Alors, Annick, qui est Annick? Annick est actrice. Elle est courtière immobilière à succès et détail que j'adore beaucoup. Elle élève les poules, moi qui aime les œufs. Derrière ce sourire et cette réussite se cache une histoire d'épreuves et de courage et d'intuition. Annick, merci d'être ici aujourd'hui. Mais, Comment te sens-tu, Annick? je te remercie grandement de m'inviter à ton interview. Toi, qui es une femme résiliente, c'est un honneur devant Marie-Fidèle Mukanzaki d'être ici. Ouais, alors on va entrer dans le vif du sujet, Annick. On peut se tutoyer? Oui, oui, Je te connais depuis plus de 15 ans. oui. Ça va vite? Ça va très vite. Et Annick, si on revient en arrière, la petite Annick, la petite fille Annick, et qu'est-ce que ça ramène en toi quand tu penses à la petite Annick? Écoute, ta petite Annick est arrivée avec plein de beaux cadeaux mal enveloppés. Donc, dans ce monde, qui était un enfant qui était de dernière minute, pas voulu, la troisième, qu'on voulait pas. Donc, qui était rejeté, pas voulu, et qui est arrivé dans un contexte un peu en désordre. Donc, c'était le cadeau de ma vie, une belle façon pour moi d'évoluer. Alors, comment est-ce que tu as vécu cette enfance pleine de douleurs profondes, de chaos, on peut dire, de Ah oui, chaos? absolument. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu la parenté qui était autour de toi? Comme je parlais au début, dans un village, un enfant est élevé par tout un village, en fait. Est-ce que c'est toi, pour toi, est-ce qu'il y avait un village autour de toi? Mais en Ouais. fait, oui et non. Quand j'étais jeune, j'avais ma grand-maman. Puis, il y avait 9 enfants du côté de ma maman, que c'était mon village, c'était ma famille. Il y avait quand même, ma grand-maman, c'était comme plus ma maman, qui prenait soin de moi, qui me prenait sur son aile. J'avais la chance d'avoir beaucoup de ressources, effectivement. Mhm. Oui. Ah, je sais que quand même, tu as pu avoir une éducation assez élevée. Tu as été jusqu'à l'université. Oui. Et comment ça a été? Ce qui t'a soutenu quand même pour arriver à son niveau d'éducation? En fait, c'est moi qui ai décidé qu'il retournait aux études. J'avais arrêté en secondaire 4 les études pour... j'étais tannée, je voulais aller sur le chemin du travail et prendre un break de l'école. C'était plus trop non plus vivable chez moi. Ni mes parents étaient séparés depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc, ni chez un, ni chez l'autre. Donc, mon contexte fait que j'ai lâché 2 ans. Puis, Mhm. par la suite, quand mon grand-papa est décédé, j'ai comme eu une révélation vers l'âge de 20 ans, euh, mettons plus 18 ans, que je devais recommencer, que j'avais une mission à accomplir. Mhm. Est-ce qu'on peut dire... Donc, tu es retourné aux études à 20 ans, À c'est ça? 20 ans, j'ai OK. retourné 18, je veux pas te mentir, autour de 18 peut-être, je suis retournée en secondaire 5. Mhm. J'ai fait mon cégep. J'étais arrivée un peu plus vieille que les autres. À 22 ans, j'étais au cégep. Mhm. Puis après, je suis allée à l'école de théâtre. Ah, magnifique. J'ai eu la chance aussi de faire du théâtre, de me Mhm. retrouver avec des gens de théâtre et puis de grandir et d'évoluer et d'apprendre à me comprendre aussi mes émotions personnelles dans la famille du théâtre qui a été une famille. Oui, parce que oui, un parcours difficile, très difficile, puis on ne dit pas tous les détails, mais quand même, il y avait des gens ressources. J'ai toujours eu une petite étoile qui était là à chaque instant pour moi, malgré les drames et tout ça. Mhm. Et cette étoile, tu peux lui donner un nom ou une signification? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était tes ancêtres? Parce que nous, en Afrique, on pense beaucoup que nos ancêtres sont toujours avec nous et on leur parle et puis on s'appuie beaucoup sur eux. Est-ce que c'est toi, chez toi, c'était tes ancêtres ou bien Dieu? euh, c'était
Qu'est-ce que tu peux y mettre un nom? Oui, ben Ah, en fait, oui, Dieu pour moi est important, là. J'ai toujours mm, été croyante, j'ai toujours eu la foi. Ma grand-maman l'avait aussi. On était mm, les deux seuls à avoir la foi dans la famille. On était très croyantes. Je me souviens, très jeune, mes frères, tout le monde riait de moi, mais moi, à 14 ans, là, moi, je faisais mes lilas au mois de mai devant la Vierge Marie, puis je priais mm, de Dieu. J'ai toujours été mhm, rattachée à une mhm, puissance supérieure. mhm, Et puis, ça a évolué au cours de temps. Là. C'est pas resté catholique au sens du terme. Ça a été dans mhm, le bouddhisme et tout ça. Mais pour répondre à ta question, lorsque mhm, j'étais jeune, j'avais toujours tu sais, je demandais toujours à l'invisible. Oui, dans le fond, c'était... Je me suis rendu compte très tard, plus tard, dans l'adolescence, que je communiquais avec l'au-delà. Puis je me suis mis à analyser quoi, c'était quoi. C'était les ancêtres beaucoup aussi qui me rattachaient. Comme j'étais pas bien accompagnée dans ce monde au niveau de ma famille présente, mhm. j'étais beaucoup attachée à l'au-delà. Donc, je parlais vraiment aux ancêtres, à la puissance supérieure, Dieu. J'ai toujours été rattachée, eu de la facilité aussi à parler aux morts. Mhm. Mhm. Oh, mort. Oui, depuis que je suis jeune, j'avais des messages qui m'arrivaient. C'était facile pour moi. Est-ce J'avais que, comme une est-ce que, facilité. est-ce que cette capacité est encore, non, possibilité est encore là? Oui, Ou, oui, oui, moi, quand on parle d'un mort, puis on me montre une photo, ça arrive des fois des clients qui me font venir, puis ils me montrent des photos, parce qu'ils mhm, savent, ça fait 20 ans que je suis courtier immobilier, les gens mhm, savent que j'ai ce don-là. Des fois, mhm, les gens me montrent des photos, puis j'ai des messages qui peuvent arriver, quoique c'est pas une profession, donc c'est pas mhm. toujours automatique, mais les messages souvent que j'ai à livrer, les gens les reçoivent, puis oui, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, c'est vrai, c'est ça que la personne me disait quand je retrouve des petits mots que j'ouvre des portails dans mon esprit facilement. Ah, c'est fantastique. Ce Oui, volet-là, je pense qu'on en fera une autre entrevue plus oui, détaillée une autre fois. oui. Donc, de 4 ans à 20 ans, avant d'aller au cégep, tu vivais avec qui? Ou tu vivais avec ta maman ou ton papa ou tes grands-parents? Mes parents se sont séparés Séparés? quand j'avais 4 ans. Oui, Ils vivaient ensemble jusqu'à ce que j'aie 4 ans. oui, Et par la suite, ils ont décidé de se séparer. oui. Ça a été un drame pour ma maman. Donc, Mhm, j'ai vécu aussi chez des tantes. mhm, J'ai vécu chez mon père, ça c'est vers les 7 ans, mhm, quand il est revenu du Nouveau-Brunswick. Il est parti 4 ans au Nouveau-Brunswick, puis on était avec ma mère qui était pas forte. Donc, c'était pas mhm, évident. Là. Des fois, on avait des camps de vacances pour les pauvres qu'on mhm, allait. Là, j'avais des personnes ressources aussi, que ma mère s'était mise sur l'aide sociale, puis on vivait vraiment mhm, pauvrement, là. mhm. Donc, mais j'avais des beaux gens qui étaient là autour quand même dans les Ah, organismes sociaux pour aider. ah, ok. Elle est encore vivante, ta maman. Ma maman va avoir 80 ans samedi. Oh, waouh, magnifique. Toute une célébration. Tellement, c'est tellement un honneur avec toute la maladie qu'elle a eue. Elle était malade, ma mère, était diagnostiquée bipolaire depuis que je suis jeune. Donc, ça n'a Mhm, pas été facile pour elle. Elle nous a mhm, élevé les 3 enfants du mieux qu'elle pouvait avec mhm, le peu qu'elle avait. Elle n'avait pas de ressources. Elle avait ma mhm. grand-mère qui nous Ok. aidait beaucoup, mais elle est Mhm, décédée en 2007. Puis après, on était rendus plus grands, mais c'est sûr que ma maman, c'était toujours comme on la protégeait. C'est nous mhm, qui étions un peu comme ses parents. À l'âge de 30 ans, là, je me suis dit, c'est moi qui s'occupe de ma mère. Là. mhm. C'est ça. Donc, à un certain moment, après, tu finis ton cégep, ton collège, puis après, tu dis, assez, c'est assez, je vais vivre autrement. Comment ça s'est passé? C'était quoi le déclic? Mais c'était vraiment la mort de mon grand-père. On dirait son âme est venue me parler. On a parlé, je suis beaucoup connectée à la spiritualité. Puis j'ai aussi eu l'illumination à l'âge de 20 ans que j'étais un être humain, que j'étais mis au monde et que j'avais la responsabilité d'influencer le monde par mon évolution intérieure. Donc, j'ai compris que rapidement, puis j'aimais beaucoup tout ce qui était intellectuel, spirituel, j'ai compris, puis je cherchais depuis très, très jeune des réponses. Donc, ça a été des beaux cadeaux qui m'ont permis d'évoluer plus vite, plus rapidement. Puis vraiment, je me suis dit, je suis un être humain
Donc, mon évolution est importante pour l'humanité. Je me suis dit que j'avais une mission, c'était d'évoluer pour aider l'humanité, dans le sens que je me disais, en évoluant, je peux aider des gens à évoluer, puis faire évoluer la planète. Donc, je me suis dit, chaque personne naît pour une raison particulière et chacun a la mission de faire évoluer, mais moi, je sentais la responsabilité, puis je me suis dit, je veux suivre des cours de théâtre. Je veux apprendre à connaître mes émotions. Je veux devenir meilleure. Tu sais, je voulais comprendre, puis ma vraie mission, c'était le bonheur, hein? Simplement, c'est plus simple qu'on pense, c'est d'être juste heureuse au moment présent. Donc là, tu arrives au niveau du théâtre, tu as joué au théâtre. Présentement, tu es rendu à la télévision, je crois. Comment ça s'est passé la première fois que tu t'es trouvée sur un plateau de tournage? Ah, ça a été extraordinaire. J'en ai fait beaucoup depuis l'âge de 20 ans, surtout des figurations, des rôles muets. Mais on peut dire que la première fois que je me suis ramassée sur un plateau de tournage, ça a été comme... c'est comme une famille. Je sentais que c'était comme... c'est vivant, c'est différent, c'est on the spot. C'est toujours... chaque journée est différente, chaque tournage est différent. Et encore là, c'est encore toujours notre responsabilité de faire rejaillir au monde notre être intérieur. Puis c'est une autre opportunité de donner, puis de rayonner. Magnifique. Comment tu arrives à concilier? Tu es aussi courtière immobilière à succès, ce que je sais. Comment est-ce que tu arrives à concilier théâtre, télévision, puis courtier, vendre du maison? C'est ça. En fait, quand j'étais dans la trentaine, j'étais étudiante en théâtre. J'avais fini mon université. Je travaillais 3 jobs en même temps. J'étais en restauration. Je me disais, mon Dieu, je ne veux pas faire ça toute ma vie. Puis là, je m'étais mis à lire un livre sur le chaman. Puis je vais répondre à ta question aussi. Puis un livre de chaman. Puis le chaman disait, faites comme vos parents, ça va être facile. Puis mon père, il vendait des maisons. Fait que je me suis dit, bon, ben ma mère, elle travaillait du traitement de texte un peu par après. Mais je dis, moi, vendre des maisons, je vais l'essayer. Je voulais faire mon rêve des sous pour faire mes cours de théâtre. Puis ça va répondre un peu à ta question en même temps. Je vais faire des sous. Je voulais être libre de mon horaire. Puis je voulais aider les gens. Donc, c'était dans mes missions de vie. Puis il y avait un voyant, Grégory Le Gitan, qui m'avait dit... J'ai dit à Céline Dion qu'elle avait une étoile dans la main pour chanter, mais il dit, toi, je te dis, continue à faire de l'immobilier. Puis je lui ai demandé, est-ce que je peux continuer à faire du théâtre? Il dit, oui, tu peux en faire, mais il dit, lâche pas l'immobilier. Puis quand j'ai commencé l'immobilier, ça a été facile. Ça a été facile pour moi. Ça s'est mis à rouler. Autant que je ne pouvais pas aller en voyage, je faisais 4 voyages par année. Ça allait bien, vraiment. Tout de ce côté-là, du côté immobilier, travail. Mais... le théâtre, ça a été un peu de côté, relié toujours à mon évaluation intérieure, comme on dit. Donc, j'ai dû mettre des fois de côté le théâtre parce que pour le côté monétaire, dû aussi aux épreuves personnelles que je vivais. Parce que l'enfance suit l'adulte. Hein? Après, on vit encore des défis qui retentissent de notre enfance pour essayer de comprendre. Puis ça m'arrêtait souvent, le côté émotif. L'immobilier, donc ça me portait à faire encore plus d'immobilier pour vendre des maisons, faire plus d'argent. Puis l'univers m'a apporté à dire, si ma mission de vie, comme Martin Luther King, c'est de vendre des maisons, bien, vends des maisons, tu sais. Puis fais-les, sois le meilleur balayeur de rue qu'il faut. Donc, je me suis mis à penser à ce que je voulais comme agent immobilier. Puis mes épreuves de vie, c'était plus amoureux là, qui me poursuivait à travers des épreuves. Donc, ça me rendait encore meilleure vendeuse. Donc, pour te dire, oui, j'ai continué à faire du théâtre puis du cinéma, mais c'était vraiment des petits rôles. Là. C'est pas, on ne peut pas dire que je suis actrice de formation, mais je suis surtout courtier immobilier par la force des choses, quoique un n'empêche pas l'autre. Parce que c'est ça qui rapportait plus. Exactement. Comme Grégory Le Gitan dit, lâche pas l'immobilier. Si ce n'est pas secret, je ne demande pas le chiffre, ou tu peux le mettre si tu veux, mais tu vends à peu près combien de maisons par année? Ben, moi, personnellement, je ne suis pas un courtier comme les autres. Il y a une directrice de communication qui m'a dit, toi, tu es underground.
Je veux pas faire comme les autres courtiers, ça m'intéresse pas. Mhm. Donc, le chiffre de vente des maisons, c'est une trentaine de maisons par année que je vends, là. Quoique, tu sais, mais je ne vise pas les trophées diamants, je ne vise pas les trophées du tout. Je vais pas... Je suis allée une fois vite, puis je l'ai regretté dans une affaire de trophées, parce que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens, un par un. Donc, en aidant les personnes, les sous reviennent, puis je demande souvent d'être guidée pour aider les personnes, puis ça se fait tout seul, l'argent revient, je le fais pour la bonne raison, parce que j'ai réfléchi beaucoup sur l'abondance financière, puis c'est vrai que c'est important, l'abondance, mais il faut que ça repose sur des valeurs, il faut que ça repose sur quelque chose de vrai. Puis pour moi, c'est le plus important. Le trophée, combien j'ai fait de faire plus d'argent? Non, moi, ce que je veux, c'est être certain d'aider la personne qui est en face de moi. C'est aussi la raison pour laquelle je travaille seule et pas en équipe et que je gère tout mon travail moi-même pour être toujours là pour la personne. Oui, justement, il paraît que tu as une approche, d'après ce que j'ai entendu, il paraît que tu as une approche particulière auprès des clients, spécialement quand vous êtes chez le notaire. Raconte-nous ça un peu. Bien, avec mes clients, moi, ce que je travaille, écoute, c'est vraiment le client. Je travaille sur du développement personnel. J'aurais voulu être un coach de vie. Puis, bon, les coachs de vie, souvent, c'est pas eux autres qui réussissent. C'est rare qu'on va engager des coachs de vie. Je me suis dit, là, les gens vivent des épreuves. Vendre une propriété, c'est comme un mariage, un divorce, une séparation. C'est des grosses épreuves de vie, là. L'achat d'une propriété, c'est l'émotion de la pyramide de Maslow de base. C'est le besoin d'être logé. Donc, c'est très, très fort. Puis, je me suis dit, pendant ce temps-là, les gens, ils ont besoin d'aide. Puis ils ont besoin d'être coachés. Fait que moi, je travaille sur l'énergie du client pour l'amener à être plus fort, plus grand, puis à voir son projet se réaliser, mais à partir de lui-même, à partir de sa force intérieure. Donc, je m'ajuste aux gens. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est plus dans ce sens-là que j'aide les gens personnellement, là, puis... Et comment ça se passe au niveau de... Parce que nous, on est habitués que des fois, chez le notaire, le courtier, la courtière apporte une bouteille de champagne, une bouteille de vin. J'ai pas encore acheté avec toi. Je suis en immobilier aussi, mais j'ai pas encore acheté avec toi. Ça sent bien. Moi, j'apporte des œufs. C'est des œufs que j'apporte, des œufs de poule. Les œufs de tes poules. Des œufs de mes poules fraîches, des verts, des blancs, des bleus, des turquoises. J'apporte quelque chose de différent des autres personnes parce que c'est pas tout le monde qui boit du vin. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne boivent pas. Donc, apporter du vin à quelqu'un qui ne boit pas de vin ou quelqu'un qui essaie d'arrêter de boire. Donc, j'ai pensé à ce que je voulais. Puis, je me suis mis à dire, moi, je vais apporter une bonne douzaine d'œufs. Puis des fois 2, puis des fois un petit certificat cadeau aussi, mais surtout les œufs qui donnent la santé, puis des œufs frais, nourris à la main, avec des légumes, des fruits, des animaux qui ont été nourris, donc l'énergie de l'œuf est 10 fois plus présente qu'un œuf normal. Donc c'est toi-même qui s'occupe de tes œufs, de tes poules. C'est ma propre énergie. Tu en as combien? J'en ai 17. 17? Tout est poulailler? Oui, 17 poules que je m'occupe avec amour. Je nourris, je colle, j'embrasse des fois même. C'est vraiment des animaux de compagnie. J'ai pas eu d'enfants, donc c'est vraiment ma passion de m'occuper des petits animaux, là. Et donc, ça veut dire que chaque jour, tu récoltes 17 œufs? Non, en moyenne, ils pondent environ 10. C'est pas tout. Il y a des poules j'ai des sortes de poules qui ne pondent pas tous les jours, qui peuvent pondre aux 3 jours. Donc, ça me donne entre 8 et 10. Des fois, j'ai 11 œufs en général. Là. J'ai 2 coques aussi. Ah oui, c'est pas mal. Ah, donc, ça fait des petits. Des petits. Moi, je veux pas faire des petits, là. Quoique une adjointe administrative au bureau a fait 3 œufs parce que son fils voulait voir des bébés naître. Là. Donc, j'ai 3 petits poussins présentement. Mais c'est pas mon rêve d'avoir des poussins. C'est vraiment d'élever des œufs puis de les donner aux gens que j'aime, à mes clients, à mes proches. J'ai hâte de goûter à tes Oui, tu vas y goûter, absolument. Annick,
courtier immobilier à succès. Si ta vie, question un peu, si ta vie était une maison à vendre, quel serait le slogan? Vendu! Avec Annick, on vend vite, vite, vite. Ta page Facebook, c'est marqué Annick Crump vendu. Je marque toujours Annick Crump vendu parce que aussitôt qu'on y pense, c'est vendu. Puis aussitôt qu'on le met dans notre énergie intérieure, dans notre temple intérieur, on le manifeste. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui doutent d'elles-mêmes? Parce que d'après ce que je vois, ta vie, c'est vraiment une réussite, et surtout sur le chaos, sur le doute, sur les douleurs profondes que tu as vécues durant ton enfance. Si tu avais à donner des conseils à des jeunes femmes qui l'ont eu difficile, qu'est-ce que tu pourrais leur donner pour les aider à aller de l'avant? Ce que je dirais, moi, c'est d'aller explorer nos... C'est comme les nuages qui passent dans le ciel. Il y a des nuages, donc les zones d'ombre sont importantes. Et donc, d'aller explorer nos zones d'ombre au lieu de faire comme si c'était pas là. On les tasse pas, les zones d'ombre, on les regarde. Moi, quand j'ai mal ou quand il y a quelque chose, je le regarde. Je regarde passer avec un certain détachement. Je dirais aussi à ces gens-là, n'ayez pas peur d'aller dans des méthodes alternatives. Comme moi, j'ai fait des jeûnes, des 10 jours de jeûne, de la méditation vipassana, faire un 10 jours de jeûne, de méditation pour aller explorer à l'intérieur de nous. La clé, c'est seulement en nous. Il n'y a pas d'autre solution. Pour y penser, c'est notre respiration, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, puis ça part de là. Donc, en regardant avec compassion ce qui se passe, mais en apprenant à le regarder, puis en apprenant à regarder notre souffle intérieur, tout part de nous. Ça serait peut-être dans ce sens-là. Donc, je comprends. Donc, quelle est la place? Donc, vous savez, la spiritualité occupe une place importante dans ta vie, c'est ça? Oui, absolument. Ça a toujours... Écoute, j'étais jeune, je voyais des êtres de lumière. Tu sais, j'étais rattachée beaucoup vu que je n'étais pas attachée en bas par quelque chose de solide, je me suis rattachée beaucoup par en haut. Puis la spiritualité, pour moi, a pris une grande place, même que j'ai travaillé beaucoup à me grounder, à être les 2 pieds dans le sol, puis à être vraiment dans la matière pour être vraiment présente ici et maintenant dans ce qu'on est présentement, là. C'est très important, la spiritualité. Je pense que les gens, je parlais de ça avec un de mes amis la semaine passée, les gens vont retourner à des valeurs. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on n'aura pas le choix d'aller retourner à dire, au lieu de faire ça, regarder en nous, dans nos valeurs intérieures, qu'est-ce qu'on veut, notre droit de choisir personnellement. Notre droit de faculté de penser à ce qu'on veut ici et maintenant, puis c'est qui qu'on veut entretenir, les bonnes personnes, les gens qui ont des valeurs, se tenir avec des gens forts, vrais, puis intègres. Ça, je pense que c'est très important. Mais la spiritualité est importante justement pour soutenir ces valeurs-là. Est-ce que tu as disons, des principes ou des rituels qui t'aident présentement justement dans ce monde en changement, je dirais, ou en évolution? Est-ce que tu as des principes ou des rituels qui t'aident à garder l'équilibre? Moi, c'est beaucoup la respiration, le lâcher prise. Je me branche de plus en plus à ce que une respiration à la fois. Dans mon auto, respirer, c'est la base de la respiration. Puis tout ce qui peut me faire relaxer, comme des spas. J'ai un spa chez moi pour me relaxer. Je rêvais de ça, je l'ai manifesté. Je me branche beaucoup à des choses très ordinaires comme mes poules, la nature, mes animaux. J'ai 2 chattes, un chien. Donc, moi, c'est vraiment le côté, mes animaux me branchent ou me brancher à des petits... des couleurs présentes
au moment présent. Dans le fond, à chaque fois que je veux me faire un rituel, je reviens dans le moment présent. Je reviens on branche mes 2 pieds à terre, je m'enracine, je respire. Donc, c'est plus dans ce sens-là, mes rituels maintenant. Là, j'en ai fait beaucoup de méditation, beaucoup de trucs, mais de plus en plus, j'essaie de rester dans l'instant présent pour me ressourcer. Annick est actrice Oui. et courtière immobilière à succès. Oui. Et j'ai une autre question. Si exemple, il y avait un film sur ta vie, quel serait le titre du film? Et quelle actrice tu aimerais qu'elle joue ton rôle? Écoute, tu m'as posé cette question-là avant l'entrevue, puis vraiment, là, ça serait Unique Annick. Unique Annick. Puis j'ai pensé à Céline Bonnier tout de suite en partant parce qu'elle elle a quand même incarné Monica la mitraille. Puis moi, j'ai toujours eu, je sais pas, une impression de ce personnage-là, Monica la mitraille. Puis quand je l'ai vue incarner Céline Bonnier, je la trouve, j'aime beaucoup d'actrices, là. On se trompe pas, là, ça pourrait être Marina Orsini, tu sais, mais que j'aime beaucoup. J'ai des actrices que j'adore. J'en aime beaucoup, tu sais. Donc, j'ai juste pas trop de mémoire pour les noms. Mais donc, ce que je ferais, c'est vraiment un film sur l'unicité, tu sais, la unique Annick. Bon, en étant unique, on est différent puis on fait la différence. Unique Annick, c'est beau. Annick, vraiment, ton parcours, je sais que on n'a pas été vraiment en détail pour tout, mais je sais que vraiment ton parcours est celui d'une femme qui a choisi la vie. Qui a choisi la vie. Merci. Encore et encore. Merci, merci. Et merci. Tu as aussi transformé les blessures en bénédiction, je dirais. Et puis, en force, et tes œufs en symbole de gratitude. Oui. Wow. Oui. C'est vraiment beau. D'abondance et de bonheur. Puis je pense qu'il faut toujours travailler dans notre temple intérieur, dans nous, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, où qu'on veut focusser nos pensées. J'aimerais aussi souligner John Coble de La liberté en 4 semaines, qui est sa technique vers 34 ans, 35 ans. J'ai rencontré un homme extraordinaire qui s'appelle encore John Coble, qui a une technique qui s'appelle lalibertéen4semaines.com ou 4weekstofreedom.com. Puis c'est un homme vraiment qui m'a appris, je lisais Le Secret, je lisais beaucoup sur l'abondance, je voulais le bonheur, point. Le bonheur en matérialisation, on vit dans un monde matériel tout en étant bien. Donc, puis à un moment donné, je me suis réveillée, je faisais des business network, des déjeuners d'affaires, puis je me suis dit, je veux rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Donc, il y a eu Marie Fidèle dans ces gens-là, mais il y a eu John Coble. John Coble, qui est un être extraordinaire, qui m'a appris à gérer mes pensées. Donc, sa technique est très simple, c'est un mode de vie. Et puis ça fait partie de mes techniques quotidiennes de gérer mes pensées personnelles qui a fait que ça me transforme au quotidien. Wow. Est-ce que tu as un mantra quotidien, un mantra personnel à toi dont tu t'es approprié? Mais oui, moi, depuis l'âge de 20 ans, vous connaissez le film Mange Priam? C'est une journaliste américaine qui a écrit ce livre-là. Et puis, dans un des chapitres de son livre, la journaliste va dans un ashram. Et puis, on voit une gourou, mais c'est Gourou Mailly. Dans le fond, dans ce temps-là, puis elle, dans le fond, puis ce que je fais depuis l'âge de 20 ans, c'est la lignée des Shida Yoga, c'est une lignée en Inde. Puis moi, je répète souvent Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ça veut dire tout est le reflet de moi. Tout est le reflet de moi. Comme toi, tu es un reflet. On parle, on est tous un reflet, on est tous en écoute un envers l'autre. Donc, c'est très important que l'humanité s'ouvre à ça. Donc, je répète souvent Om Namah Shivaya en disant « Ah, ça, c'est la matérialité de moi. En dedans de moi, il y a quelque chose en dedans de moi que je dois guérir. » Tu sais, aussi des techniques comme le Ho'oponopono, tout ça. Mais il y a Om Namah Shivaya que je répète souvent, puis aussi en disant « Mes pensées, c'est des vraies forces créatrices. » qui vient de John Coble. Mais en me disant que je suis créatrice de mon destin à chaque instant, puis mes pensées forgent qui je suis
au moment présent. Donc, là-dessus, ça, j'y travaille beaucoup, puis c'est dans les mantras que je me répète. Mes pensées sont des vraies forces créatrices. Tu as aussi une jolie phrase que j'adore à propos du lotus. Est-ce qu'on peut partager cette phrase avec notre audience? Oui, oui, oui. C'est ça, souvent, mes amis m'appellent le lotus parce que les lotus poussent dans la boue. Et je pense qu'on peut se développer dans n'importe quelle circonstance. Je lisais beaucoup sur ce qui est arrivé, malheureusement, l'Holocauste ou des trucs épouvantables. Je déparle un peu parce que je sais que tu as vécu des choses épouvantables, Marie-Fidèle, mais les gens qui s'en sortaient, c'est qu'ils voyaient autre chose, tu sais, dans les camps de concentration, ils voyaient le côté positif, ceux qui voyaient le soleil au lieu de voir la mort. Donc, quand j'ai lu ces reportages-là, je me suis dit, bon, il faut regarder le côté positif. Donc, pour ça. Moi, j'aime ça qu'on me parle souvent, Annick, c'est un lotus. Ben oui, c'est vrai. Merci, Annick. Merci à toi, Marie-Fidèle. Merci pour ta lumière. De tout cœur pour qui tu es. Merci pour ton authenticité. Vraiment, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton rire contagieux. Merci de m'avoir accueilli avec tout ton amour dans ton studio. Alors, à notre audience, on vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Et surtout, n'oubliez pas, selon Annick, peu importe la profondeur de la boue, le lotus finit toujours par fleurir. Oui. Ça, c'est une phrase d'Annick. Vendu! Merci, vendu! Vendu!